Je vais vous parler d'un truc qui est très très vieux et qui est totalement utilisable encore. C'est Mobix. Donc Mobix, c'est pour ceux qui font de la stack React, c'est pouvoir gérer sa machine d'état. Donc plutôt du store global, pas obligatoirement du use state ou des states locaux à votre composant. C'est vraiment pour avoir un état qui est partagé. Donc c'est une techno qui est un peu ancienne, mais que j'utilise encore totalement, et on va voir qu'en fait elle avait raison avant les autres. Donc en 2015, donc oui ça date un peu, il y avait la guerre de tous ces trucs là. Donc il y avait plein de solutions qui existaient, il y en a qui le géraient directement dans React et c'était un peu mal fait. Donc il y a plein d'outils qui sont nés à cette époque là. Le plus connu, ce sera sûrement Redux, qui a été le plus utilisé dans les grosses archis et dans les grosses boîtes. Souvent c'est des boîtes qui après sont passées à du Angular avec la stack Bootspring et surtout avec du RxJS. Donc on verra que ça ressemble un peu à ça. Vous pouviez le faire avec l'outil directement. Il y avait Flux de Facebook qui avait été utilisé, pareil qui n'était pas finalement très utilisé en entreprise. Et il y avait Mobix qui à un certain moment a fait le buzz avant qu'il y ait eu d'autres outils qui refassent le buzz, qui refassent le buzz. Donc à la fin, je vous expliquerai ce que vous pouvez choisir pour votre machine d'état globale à l'heure actuelle. Mais voilà. Donc, chaque approche, elle avait une philosophie qui était complètement différente. Redux, par exemple, c'était vraiment du fonctionnel. Donc, j'ai toujours la même finalité. J'ai tout eu un boilerplate à mettre en place. J'ai plein de code à mettre un peu partout. Mais par contre, chaque petit bout de code a une responsabilité qui est très fine. Et du coup, c'était assez facile de le remplir comme ça. Il y avait un gros avantage aussi, c'est que c'était pur. Et du coup, il y avait aussi la notion de time travel. Si vous voulez faire du CTRL-Z, c'était assez pratique pour faire ça. Donc, vous avez votre état, et si jamais je veux annuler cet état-là, j'ai pas besoin d'avoir un historique stocké quelque part. En fait, j'ai juste à faire une fonction qui va dans un sens. Et vu que c'est, on va dire, pur, je peux avoir la fonction inverse qui me ramène à l'état précédent. Mobix, pour le cas, c'est vraiment si à l'époque c'était vraiment de la PO. C'est vraiment si vous construisez tout vous êtes maximaliste sur la programmation objet. C'était super cool pour ça. On va le voir sur le code écrit. C'était réactif, c'est-à-dire que tout ce que vous utilisiez, dès qu'il y avait un impact, un setter, un modifier qui était utilisé, une donnée, même une donnée calculée, une computile, et en fait, il y avait la réactivité qui était automatique au bon endroit. Donc sans devoir se focaliser sur j'ai mon Redux, je dispatche l'événement et c'est moi qui dois décider au tout début de où est-ce que je vais faire des changements. Là en fait c'est le fait d'avoir utilisé, il y a un enregistrement de cet événement-là. On va parler de pattern observable. Et en fait c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc pour info, avant ces frameworks-là, avant React, Vue, etc., moi je suis sorti d'études, année 2012-2013, et j'ai créé mon propre framework parce que ça me saoulait de devoir faire... c'est ce qu'on faisait tous à l'époque, on créait notre propre framework plutôt que d'utiliser. Ça me saoulait d'utiliser du AngularJS que j'aimais pas du tout, ou alors de le faire à la mano, c'était un peu relou à gérer, de micro-gérer toutes les interdépendances. Et en fait, j'avais créé quelque chose avec ce pattern-là observable. Donc ça me plaisait bien de dire, il y a quelqu'un qui a créé la même chose que moi, je vais utiliser celui-là. Donc Redux, c'était ça. Redux, grosso modo, il y a plein de boilerplates à mettre en place. Là, on voit qu'il y a déjà 3 étapes à faire. Et en fait, les actions type, vous en aviez à chaque fois 15 pour finalement pas changer grand-chose sur votre machine d'état. Et tout ça à remplir, etc. Donc, c'était plus une notion de code à écrire qui ne me plaisait pas. Donc ce qui est bien, c'est que c'est prédictible, c'est testable, on peut revenir en arrière, etc. Mais grosso modo, il faut faire, c'est un peu comme Angular maintenant, il faut 5 fichiers pour faire un composant, quoi. Donc ça match sur certaines architectures, mais pas sur toutes. Donc Mobix, quand il est arrivé, on va dire que la première version qui a fait un peu le buzz, c'est au moment où il y a TypeScript qui a inondé le marché, et donc qui avait un bonus qui était cool qu'on retrouvait dans le C#, dans le Java, etc. C'était les décorateurs. Donc le principe de mettre un décorateur et qui est derrière une fonctionnalité un peu cachée qui impacte. Donc ça, en fait, on fait notre classe. Dedans, on a nos attributs de classe, une to-do par exemple, nos filtres. Et puis après, on a des getters et des setters. On a des méthodes aussi, eux, il a appelé ça des actions. Par exemple, add to-do, on ajoutait ça dans notre attribut de classe qui était la to-do. Donc en fait, simplement en mettant des annotations, on disait que ce truc-là, s'il changeait, je voulais le savoir.
Celui-là, je voulais savoir si jamais il y avait une donnée qui était à utiliser à l'intérieur, dans ma donnée calculée, est-ce qu'elle a changé? Dans ce cas-là, je dois aussi changer ce truc-là. Et si jamais elle change, je veux prévenir tous les endroits qui utilisent ce truc-là. Les actions, du coup, c'est un peu nos use callback, ce qu'on fait maintenant. C'est ce qui va venir modifier nos états. Et après, vous pouvez créer vos propres getters et setters comme on le fait en PO classique. Donc là, on voit que finalement, on a juste à mettre observable sur nos attributs et c'était bon. La nouvelle méthode que je trouve qui est un peu plus magique mais qui est cool, c'est de dire qu'en fait, on fait tout ce qu'on veut comme une classe classique. J'ai ici mes méthodes de classe, j'ai ici des getters, j'ai ici mes attributs de classe. Et en fait, c'est simplement dans le constructeur, on vient mettre le this en format auto-observable. Donc en fait, toutes les annotations qu'on avait à mettre à la mano, il le fait lui-même, il le gère comme ça. Donc c'est assez magique. Derrière, on crée notre store, et puis en fait, notre store, on n'a même pas besoin de l'inclure dans le composant, c'est fait aussi un peu magiquement. Le magiquement, il marche comment? En fait, on vient créer notre composant, et notre composant, en React, on vient l'entourer d'une fonction qui s'appelle observer, et qui permet justement de dire qu'on peut utiliser notre store. Le tout du store, là, il est exporté dans notre fichier. Ici, je récupère mon getter de filter to 12, j'affiche des choses dedans, et puis si jamais je veux actionner, j'utilise un actionneur, une méthode de classe, et ça vient impacter ce truc-là. Et donc là, il y a tout qui se met à jour tout seul. J'ai plus besoin d'avoir mes useState, etc. Donc c'est pas un bon pattern de tout mettre dans les machines d'état. Généralement, on préfère faire confiance à React. Mais en fait, React, maintenant, il utilise un compiler, il utilise tout ce truc-là parce qu'il sait qu'il ne le gère pas très bien, quoi. La machine d'état, le Shadow DOM, c'est dur à mettre en place et pas recharger à chaque fois tout le composant complet. Donc là, en fait, il le faisait from scratch. On a presque l'impression qu'on n'a plus besoin des mécaniques internes de React. Si jamais on sort tout sur des stores, des machines d'état gérées par Mobix, en fait, on n'a plus besoin d'utiliser les useState, les useMemo, etc. Donc comment ça marche derrière? J'ai pas regardé le temps qui me reste, mais grosso modo, ça marche exactement ce avec quoi j'avais créé mon propre outil, c'est-à-dire les proxys. Donc on n'a pas trop le temps pour faire un tuto là-dessus, mais si vous connaissez le pattern observer, ça ressemble à ça. En fait, ça fait un hook sur les méthodes get sur les setters. Et du coup, à chaque fois que vous modifiez une donnée, tous ceux qui ont été enregistrés précédemment ont l'information. Donc quand il y a une props qui change, il sait exactement ce qui doit l'impacter. Donc Mobix, grosso modo, il avait raison depuis 10 ans. Pourquoi? Parce que maintenant, si on regarde ce que fait Angular, si on regarde ce que fait tous les autres frameworks qui sont super cool aussi, qui sont un peu moins connus, ou ce que fait React dans les dernières versions, ce que faisait Preact juste avant, en fait, ils utilisent ce qu'on appelle les signals. Les signals, c'est la même chose. Il y a le même pattern derrière avec les proxys. Donc, il y a le pattern observer. Simplement, au niveau de la syntaxe, ce qui va changer, c'est qu'on crée un signal avec une valeur par défaut, comme notre useState ou ces choses-là. Et derrière, si on veut accéder à la donnée, on n'accède pas directement à filter, qui est la référence vers la donnée. On doit accéder à .value pour accéder à ce truc-là. Il y en a sur le pattern des signals qui font la même chose sur les setters, où on doit utiliser une fonction set uniforme, mais voilà. Donc là, en fait, on a un code qui ressemble à ça, et mécaniquement, ça marche pareil. Donc en fait, si vous utilisez Signal en Angular, si vous faites les signals pareil en Preact ou en React, maintenant c'est accessible, vous avez la même chose que Mobix. Donc je ne peux pas vous dire que c'est magique ou pas. Simplement, le truc qui est cool, c'est que ça date de 2015. Et là, aujourd'hui, si on regarde 2025-2026, ça devient dans la norme de JavaScript. Donc en fait, on ne parle même plus obligatoirement de framework pour avoir ce pouvoir-là. On vient sur quelque chose d'accessible à tout le monde. Ok, et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut choisir? En fait, si jamais vous avez une codebase qui est en Mobix, gardez-la. Ça marche très bien et vous avez en fait la même chose que ce que vous auriez avec d'autres outils, donc pas besoin d'y toucher. Il n'y a pas une plus-value à changer. Si vous faites un nouveau projet sur React, la norme, c'est plutôt Zustand ou Jotai. Je le prononce peut-être mal, mais voilà. Donc Zustand, moi, c'est un peu mon chouchou, ça me va bien. Et sinon, vous avez MST. Alors MST, vous pourrez regarder de votre côté, mais en fait, c'est la version Mobix. Je ne sais pas si je le mets en dessous. Non. Mais c'est la version Mobix un peu plus pro. Vous avez toute une toolchain autour. Et effectivement, c'est plutôt ça qu'il faudrait utiliser plutôt que juste la boîte à outils de base, quoi. Donc, vous avez d'autres choses pour gérer l'état, revenir en arrière, etc.
Si vous êtes maximaliste de APO, vous êtes, moi c'était plutôt C#, Java, scolaire. Et du coup, une fois qu'on a ce truc de PO, on le voit un peu partout. Dans ce cas-là, il n'y a quasiment que Mobix qui reste au top du top pour ça, parce que c'est pensé avec cette notion-là de base de j'ai une classe, je mets des décorateurs, etc. Donc en fait, sur les versions d'après où il n'y a plus les décorateurs, on reste sur ce truc-là de ça marche parfaitement avec le make auto observable là, sur le ZIS. C'est très typé classe. Sachez juste que ça marche aussi sur si vous faites juste une structure normale avec des états, etc. Ça marchera aussi très bien. Angular, vous avez les signals. Pareil, vous pouvez faire RxJS comme avant, maintenir le truc un peu façon Redux en fonctionnel. Mais si jamais vous avez les nouvelles versions d'Angular, vous arrivez à monter en version, partez sur les signals. Si vous avez un framework agnostique, Mobix ou les signals, c'est comme vous voulez, avec les proxys, tout ce que vous voulez, mais c'est plutôt vers ça où il faut aller pour avoir la réactivité parfaite. Et si vous voulez vous lancer sur comment ça fonctionne derrière, le Shadow DOM, comment est-ce qu'on met à jour que certains pans de mon interface quand il y a une machine d'état complète qui change, pareil, ça vaut le coup d'aller regarder. Moi, je le fais sur certains tutos ou quand je sais que j'ai des étudiants qui sont un peu... je suis obligé de faire la stack React pour faire du React Native, etc. à l'école. En fait, si derrière eux, ils ont envie de me parler d'Angular, etc. et qu'on n'a pas le temps de faire un autre tuto là-dessus, avec les signaux, avec d'autres choses, ça peut avoir le coup de rajouter ça en termes d'apprentissage pour qu'ils comprennent ce qui se passe derrière. Donc c'est utilisé, les stats c'est simplement pour montrer ça. Ça c'est de la pub en interne, donc on s'en fout. Et puis voilà, c'est tout pour moi.